Bonjour Gilles Bonjour. Gallou, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle votre livre Un flic au cœur de l'affaire aux éditions Max Milo, ça vient de sortir. Vous êtes un ancien policier, Mhm. spécialiste en cybercriminalité. Vous aviez participé à l'enquête. Là, aujourd'hui, vous dites, je pense qu'il est vivant, Xavier Dupont de Ligonnès. C'est une conviction intime ou c'est une conclusion d'enquête, votre enquête? Oui, on pourrait dire ça effectivement. C'est une conclusion d'enquête. J'ai repris des recherches sur l'affaire en 2024, donc il y a 2 ans, suite à l'apparition d'un livre dont le titre était Comment j'ai retrouvé Xavier Dupont de Ligonnès. Et à l'époque, le titre m'avait interpellé. Je m'étais demandé si Xavier Dupont de Ligonnès avait pu être interpellé sans que je le sache, puisque j'étais quand même enquêteur. Ça m'aurait embêté de ne pas le savoir. Du coup, j'ai dû cliquer sur mon téléphone et fortuitement, j'ai commandé le livre. Et le livre, je l'ai lu et ça a fait remonter des souvenirs. Et finalement, j'ai commencé mes premières recherches Tout seul? tout seul, chez moi, sur mon petit ordinateur. J'ai, comme tout le monde pourrait le faire, avec Google. Et je me suis transporté là où Xavier Dupont de Ligonnès avait disparu, c'est-à-dire le 15 avril 2011 à 16h15, quand il traverse le parking du Formule 1 avec sa sacoche que tout le monde identifie avec un fusil ou quelque chose, une forme pointue qui dépasse et qui laisse croire qu'il part se suicider à ce moment-là. Donc vous êtes persuadé qu'il ne s'est pas suicidé, qu'il est parti aux États-Unis. Vous allez nous expliquer pourquoi. Mais d'abord, ce qui m'intrigue dans ce que vous dites, c'est, bon, en gros, tout seul chez moi, j'ai fait ma petite enquête. Ouais, Euh, alors c'est pas tout à fait ça. alors, expliquez-nous, parce que ça peut paraître, on se dit, bon, les enquêteurs, en tout cas ceux qui sont en charge maintenant ou qui l'ont été après vous, n'ont pas trouvé. Dans votre livre, est-ce que vous avez des éléments nouveaux que vous pouvez nous Oui, donner? nouveau. Je vais vous expliquer le cheminement. Effectivement, je suis en train de naviguer avec ma souris d'ordinateur en 2011, puisqu'avec Google, on peut aujourd'hui voyager dans le temps. Donc, on peut se transporter dans les rues qui adjacent l'hôtel et se promener L'hôtel où comme on l'a vu pour la l'hôtel, dernière fois à exactement. Voilà. Roquebrune-sur-Argence, c'est ça? Et donc, finalement, on peut marcher dans les pas de Xavier Dupont de Ligonnès. Et qu'est-ce qui marque immédiatement? C'est la présence de nombreuses concessions de camping-cars qui bordent la N7, mais à quelques centaines de mètres de l'hôtel. Et de l'autre côté, des dizaines et des dizaines de voitures de vente d'occasion. Donc ça interpelle. Et donc moi, depuis mon petit bureau, je commence à faire des recherches comme n'importe qui. Et je découvre un élément qui va me sauter aux yeux. C'est une des sociétés de vendeurs de camping-cars qui s'appelle Hippocampe. Et je trouve la même à Nantes. C'est-à-dire, j'arrive à faire un lien entre Nantes et Roquebrune-sur-Argence, ce qui n'avait jamais été fait. Et pire que ça, c'est-à-dire que la concession de camping-car de Nantes, elle se trouve dans la même zone commerciale que le Jardiland et le Castorama, où il a acheté tout le matériel pour enfouir les corps. Donc, l'hypothèse de départ, c'est est-ce que Xavier Dupont de Ligonnès ne serait pas passé à cette société de camping-car après avoir acheté le nécessaire, réserver un camping-car, et encore mieux, puisque sur le site de l'époque, il était affiché qu'on pouvait réserver un camping-car à Nantes et le retirer à Roquebrune-sur-Argence. Donc l'hypothèse était très cohérente. En plus, une fuite par camping-car pour un fugitif, c'est excellent. Et personne n'aurait jamais vu ce camping-car, ni n'aurait eu de traces Alors la de difficulté, présence ni de fuite de ce camping-car. alors, je ne pense Sur pas que... aucune route, après, il n'a pas été recherché tout de suite. Alors déjà, j'ai aucune preuve que Xavier Dupont de Ligonnès a loué un camping-car, puisque quand j'ai découvert ça, du coup, là, ça m'a fait sortir de mon bureau. Et je me suis dit, c'est quand même assez énorme parce que c'est un truc qu'on n'avait pas trouvé à l'époque. Et donc, j'ai décidé de prendre l'avion et d'aller à Nice, puis à Roquebrune-sur-Argence, et d'aller interroger cette société de camping-car. Mhm. Malheureusement, cette société a été reprise par différents Quelqu'un gérants d'autre, depuis ouais. 15 ans. Et donc, j'ai pas réussi à déterminer si un Xavier ou une autre identité avait loué un camping-car. Mais j'ai profité de ma présence sur place pour interroger tous les vendeurs du secteur. Et de fil en aiguille, j'ai commencé à entendre un bruit qui disait que quelqu'un n'avait jamais parlé depuis 2011. Un témoin aurait vu Ligonnès, mais n'avait jamais osé parler. Donc là, c'est passionnant parce que je suis sur place, donc je remonte le fil. Je vous coupe et Oui, vous allez nous je vous en raconter. prie. C'est passionnant, mais on sait aussi que dans cette affaire, on a eu des centaines, des milliers de Bien personnes qui sûr. ont dit « j'ai vu, j'ai entendu que, je crois que, etc. » Bon, Exactement. voilà. Qu'est-ce qu'un témoignage vaut 13 ans après? Puisque finalement, il y a il me semble, plus de 1500 témoignages de gens qui l'ont vu. Mais l'idée, c'est quand même d'aller vérifier, puisque je suis là. Donc, je retrouve cette personne qui l'a vue, et le jour où je la rencontre, elle me dit « oui, c'est moi ». J'ai pas voulu témoigner à l'époque, parce qu'elle avait peur
peut-être d'avoir honte ou je ne sais pas. En tout cas, elle m'explique qu'un homme s'est présenté dans son agence de location de voitures dans cette période où Xavier Dupont de Ligonnès n'est pas encore recherché. C'est-à-dire entre le 15 avril où il disparaît et le 21 avril 2011 où sa voiture sera retrouvée sur le parking de Rebrune-sur-Argence. Donc il n'est pas recherché. Donc il peut très bien être dans le secteur. Donc effectivement, vous avez raison, un témoignage tout seul, ça vaut rien. Et il se trouve que cette dame me dit je me souviens, j'étais pas toute seule dans l'agence, il y a un client qui est rentré me restituer une voiture au même moment. C'était un gendarme et il est peut-être mort, le pauvre homme, depuis, puisque c'était un gendarme à la retraite qui s'occupait des gamins du rugby local. Et donc voilà, bon, je sais qu'on est limité par le temps, mais je vous raconte dans le livre comment, de là, je vais retrouver le gendarme. Le gendarme va m'expliquer, mais oui, c'est moi. Et en plus, je suis monté dans la voiture avec Xavier Dupont de Ligonnès. Donc là, j'ai dit, mais c'est pas possible. Qu'est-ce que vous me racontez? Vous êtes monté dans une voiture avec Xavier Dupont de Ligonnès et vous n'avez pas appelé la police? Il dit, mais d'abord, on était avant le signalement. Et puis après, il m'explique que sa vie... Mais ce gendarme a été entendu je l'ai retrouvé. Après Alors, par à la ce police. jour, en fait, si vous voulez... Là, aujourd'hui, est-ce que vous donnez vos infos avec la police? Est-ce que vous parlez? Ils ne m'ont pas encore demandé, mais je leur donnerai volontiers les informations que j'ai trouvées. Donc... tous les témoignages dont je parle dans le livre, moi, je les ai recueillis. En plus, je les ai doublement recueillis, puisqu'il y avait une équipe de télévision qui me suivait. Donc, ils ont même été filmés. Vous, votre théorie, je ne sais pas comment dire, mais en tout cas, votre conviction, c'est qu'il serait aux États-Unis. Alors là, vous allez à la fin du livre. Il nous reste 4 minutes, je suis désolée. Donc, je vous fais très rapide. Alors, effectivement, après tout ça, donc, j'ai remonté un 3e témoin, puis un 4e. Et donc tout ça, c'était acté, c'est-à-dire que j'arrive à déterminer qu'il y a probablement une preuve de vie de Xavier Dupont de Ligonnès. En tout cas, il ne s'est pas suicidé dans les jours qui ont suivi sa disparition, puisque c'est ça en fait. Il n'est pas parti se flinguer tout de suite, peut-être après, j'en sais rien. Et puis après, j'ai bossé sur la période qui précède les crimes, où je détermine qu'il y a une date qui est très sensible ou probablement qui est décisive pour le passage à l'acte. Pour aller vite, puisqu'on est limité par le temps, quand je retourne à Roquebrune-sur-Argent, je refais des recherches et à chaque fois, je prends l'avion pour aller là-bas. Et c'est en étant dans l'avion, dans l'aéroport de Nice, qui me vient l'idée de est-ce qu'on a vraiment exploité tous les vols de l'époque? Je ne savais pas parce que moi, j'étais enquêteur à Nanterre. Donc, j'appelle l'aéroport de Nice et je me fais envoyer la liste de tous les vols nationaux et internationaux du 15 au 30 avril. Il y avait à peu près 900 vols. Et je découvre l'existence d'un vol qui était desservi par la Delta Airlines, une société américaine, un vol saisonnier qui était ouvert fin mars de Nice à New York. Et donc c'est super intéressant. Malheureusement, je ne pourrai jamais avoir la liste des passagers. Oui. Je vais au bout. Ce qui est super intéressant, c'est de savoir que Xavier avait l'habitude de voyager par cette ligne-là. C'est-à-dire que dans les années 90, avec son ami Michel... Mais c'est une très grosse compagnie, pardon, mais c'est une très grosse compagnie américaine. Ah, bien sûr. Pour aller aux États-Unis. Mais quand on est policier, on essaie de faire des hypothèses. Donc, effectivement... En fait, ce que vous avez, si je comprends bien, c'est un faisceau d'indices. Un faisceau d'indices, vous avez tout c'est ça. Raison. Un faisceau d'indices. Donc, j'ai deux hypothèses. Soit je dis, voilà, moi, je suis au bout de ce que je peux faire. J'arrive à New York, et puis finalement, les États-Unis, c'est tellement grand que... qu'est-ce que je vais faire aux États-Unis tout seul ? Et là, en fait, je range mes affaires, j'ai fini mon livre, parce qu'entre-temps, j'ai écrit un livre, et je dis, voilà, bon, j'ai fini, je vais envoyer mon manuscrit aux éditeurs. Et en rangeant mes affaires, je tombe sur une photo des années 90, et c'est justement cette fameuse photo qui est désignée par Xavier Dupont de Ligonnès lui-même, où il dit à son meilleur copain, Michel Rétif, je ne peux pas te dire où je vais, mais nous y étions tous les deux en novembre 90. Et moi, la photo que j'ai sous les yeux, c'est cette photo où ils sont ensemble. Très rapidement, dernière question, j'ai pu comprendre... qu'il était fauché, Xavier Dupont de Ligonnès, que c'est notamment pour cette raison qu'il aurait tué toute sa famille. Est-ce que fauché, il serait parti organiser un départ jusqu'aux États-Unis. Est-ce qu'on est vraiment sûr qu'il était fauché ou est-ce que c'est parce que lui, il a voulu nous faire croire en retirant 30 € au distributeur? C'est la grande question. Vous êtes persuadé qu'il a tué toute sa famille? Je suis incapable de vous dire si c'est lui ou pas. Pour moi, il est présumé innocent jusqu'à ce qu'il soit retrouvé et qu'il s'explique. Merci beaucoup d'avoir été avec nous dans le 11-13 sur France Info. C'est l'heure.